Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel. Bonjour Pierre. Bonjour à vous. Je suis ravie de vous recevoir dans cette émission, Pierre. Alors, je vais vous présenter et il y a tellement de choses à dire à votre sujet que vous compléterez si je n'ai pas tout dit. Alors, vous avez été enseignant à l'école militaire de Saint-Cyr. Vous avez été directeur des programmes de fiction de FR3. Vous avez également été conseiller d'Alain Decaux et d'Edgar Faure. Et aujourd'hui, entre autres, vous co-dirigez aux éditions First avec Didier Van Covelart une collection intitulée Les témoins de l'extraordinaire. Et vous-même, vous avez écrit de nombreux ouvrages, plus d'une soixantaine. Vous êtes, on pourrait dire, un humaniste, Pierre. Vous êtes concerné par les grandes questions de l'humanité, par l'avenir du monde, le sacré, la fraternité. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oh, mais c'est très bien comme résumé. Alors, Pierre, comment est-ce qu'on pourrait commencer par parler de vous? Votre quête, votre cheminement personnel, ça a commencé à quel moment? Ça a commencé il y a très longtemps, parce que maintenant, j'arrive à ce que l'on appelle la troisième âge, la troisième partie de la vie. Oui. Et ça a commencé très jeune. Mais déjà tout petit, j'étais intéressé par des questions qu'on peut qualifier tout modestement de spirituel, parce que chez les enfants, le spirituel, c'est mêlé de merveilleux, c'est mêlé de plein de choses comme ça. Mais déjà, je me posais, par exemple, je me rappelle, tout petit, j'adorais les Indiens. Ah Et oui. parce qu'on suit beaucoup les westerns quand on est enfant. Donc il y avait les cow-boys et les Indiens, il y avait les Blancs, mais ils massacraient toujours les Indiens. Moi, j'étais du côté des Indiens. Bon, alors peut-être c'était déjà un signe Ah oui. prémonitoire de ce que ma vie après devait prendre comme cheminement. Le voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent tuer d'autres personnes? Pourquoi est-ce que certaines peuplades comme ça sont massacrées au nom de quoi? Pour quelles raisons? Donc déjà, pré-ado, j'étais intéressé par ça. Bon, puis après, j'ai fait un parcours normal. J'étais fils unique, donc il fallait que je fasse plaisir à papa et maman qui voulaient que leur fils gravisse l'échelle sociale, comme on dit. Donc j'ai fait des études de droit. Le droit, ça rassure Eh les oui. parents, parce qu'avec le droit, il y a plein de métiers, etc. Puis comme il y avait une matière qui s'appelait histoire du droit, le mot histoire, moi, m'a toujours fait rêver, donc je me suis toujours, même petit, baladé comme ça avec les archéologues, avec les fouilles, avec les pharaons, avec bon. Donc j'ai fait cette matière, cette discipline, et puis je suis devenu prof à la fac de droit Eh oui. pour enseigner ça. Et ça a été un petit peu la colonne vertébrale de mon monde. De votre vie. Mais Et vous avez euh, même, si je peux me permettre, vous avez également terminé président de l'université de Vincennes, Saint-Denis. Voilà, et j'ai fini un peu cette carrière universitaire parce qu'un jour on est venu me demander si ça m'intéressait et j'ai répondu si je peux être utile. Et puis voilà, j'ai mis la main dans cette gestion de l'université de Vincennes. Ça me touchait beaucoup, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'université de Vincennes-Saint-Denis avait été fondée par celui qui a été mon premier maître, à savoir Edgar Faure, qui était un homme politique célèbre, académicien français, une intelligence hors pair. Et quand il était ministre de l'Éducation nationale, lors des événements de mai 68, il avait créé l'université de Vincennes qui correspondait à l'esprit 68 art. Et c'était une université expérimentale où, par exemple, on pouvait rentrer sans le bac. Et ensuite, il faisait venir là, comme professeurs, des gens qui étaient à la fois de grandes intelligences, mais pas toujours dans le politiquement correct. Donc, c'était des grandes figures, mais bon, ailleurs, ils faisaient un peu tâche. Il y avait Lacan, il y avait Michel Foucault, il y avait Roland Barthes, il y avait, enfin bref, Oui. tous ces gens-là. Donc, j'étais intéressé par le fait de me retrouver, moi, 40 ans plus tard,
président de cette université que mon premier maître avait fondée. Ah Voilà. oui, ah oui. Et oui, et d'ailleurs, à propos de maître, vous me disiez en aparté tout à l'heure, lorsqu'on préparait l'émission, que voilà, vous êtes passionné de spiritualité, certes, de sagesse, mais vous, ce qui vous attire et ce qui vous touche, ce sont les grands maîtres, quoi, les personnes j'allais dire, qui se détachent de Les toute personnes qui, institution et qui rayonnent. les êtres qui ont l'audace d'aller au-delà ou de vouloir aller au-delà. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai que j'aime bien les gens qui ont l'audace de sortir des sentiers battus, du politiquement correct Ah oui, oui. et de ce qu'il faut dire ou pas dire. Moi, j'aime bien les gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils ressentent et d'enseigner ce qu'ils apprennent petit à petit de leur chemin et surtout de chemins qui sont faits à la fois de succès et d'échecs, Oui. de moments où on se casse la figure et de moments où on remonte. J'ai toujours beaucoup aimé ces gens qui, au fond, quelque part, n'ont peur de rien. Ah oui. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais pour revenir à vous et à votre parcours de vie, on a oublié de dire, Pierre, que vous êtes né dans une famille catalane. Ça, c'est quand même... Exactement. Parce que ma famille maternelle, je suis né à Perpignan, mais ma famille maternelle venait de la Catalogne. Ils sont venus, pas au moment de la guerre civile, ils sont venus là au début du XXe siècle, sans doute pour des raisons économiques. C'était tout proche, c'était dans ce qu'on appelle l'Empordà, la Catalogne, près de la Costa Brava. Voilà. Oui, Et donc aujourd'hui, je suis retourné sur mes terres quelque part. C'est un ah oui, retour aux sources, un pèlerinage aux sources. ah oui. Maintenant, je vis beaucoup au bord de la mer catalane. Et donc, vous étiez donc, vous faisiez carrière à l'université, vous avez rencontré donc Oui. Edgar Faure, et... Alors voilà, un jour, je me suis retrouvé dans une université parisienne et comme Edgar Faure était, comme moi, enfin, agrégé de droit romain, et moi, il m'a pris comme un petit disciple quelque part. Donc, il a reconnu en moi quelqu'un qui avait pris le même chemin quelque part. Et donc, j'ai eu le bonheur, entre 1983 et 1988, d'être un très proche de lui. Je lui servais à la fois secrétaire particulier. Et puis aussi, j'ai été le secrétaire général de la mission du bicentenaire de la Révolution, et dont il était, lui, Edgar Faure, le président. Voilà, c'était en 1989. À partir de là, ça m'a ouvert évidemment, comme on dit, ça m'a ouvert des portes. Moi, je ne suis jamais ni parisien de cœur, ni mondain, mais les portes s'ouvrent. Et comme j'ai bon, une communication simple, directe, les choses se sont faites comme ça. Alors j'ai accepté un peu, de manière éclectique, des choses différentes. Je suis sorti de l'université, je suis rentré à la télévision, parce qu'on me proposait, par exemple, de diriger le cinéma et les fictions. sur France Autrement dit, 3. je trouvais ça très sympathique sur FR3 à l'époque, national, et donc ça m'a permis, par exemple, ce moment, je le raconte parce que ça a été un moment important pour moi. C'était en 1992 et on fêtait à ce moment-là les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Et le président de FR3 m'a dit à ce moment-là, il faut, mon cher Pierre, que vous trouviez un grand sujet à mettre en scène de fiction. On veut produire ça pour la 3. Mais je lui ai dit, avec le budget que vous me donnez, on va pas faire Christophe Colomb, parce que ça coûtera trop cher. Donc, je me suis dit, comment faire pour trouver un grand sujet qui coûte pas cher? Et je connaissais bien Jean-Claude Carrière, grand écrivain, grand scénariste, et qui à l'époque dirigeait l'école du cinéma à Paris. Et je lui dis, Jean-Claude, il faut que tu me sauves, parce que si je ne trouve pas un grand sujet pour la T92, ils vont me foutre dehors. Et il est revenu 10 jours plus tard avec la controverse de Valladolid. Je ne connaissais pas. Et il m'a expliqué. Il me dit, tu vois, ça se passe à l'intérieur, donc c'est pas cher. Ensuite, c'est un tribunal avec des Indiens devant eux. Et alors, il y a un avocat, c'est l'Inquisition, il y a un président, puis il y a un avocat
qui défend les Indiens, puis il y a un autre qui est l'avocat du diable, comme on dit dans les tribunaux de l'Inquisition. Et il s'agissait de savoir si les Indiens ramenés à la cour de Valladolid par Christophe Colomb, après son premier voyage, avaient ou non une âme. Oh là là. C'était un sujet magnifique, Ah oui. parce que comme ils étaient à moitié nus, alors les inquisiteurs disaient, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des presque singes, et ils n'ont pas d'âme. Alors, il y avait le grand avocat des Indiens, Las Casas, qui les défendait, et puis il y avait l'ennemi, Sepulveda, qui les accusait. Et alors, il y avait trois acteurs magnifiques qui jouaient ça. C'était Jean Carmé, qui était le président de l'Inquisition, Jean-Pierre Mariel, qui jouait l'avocat des Las Casas, et Jean-Louis Trintignant, qui jouait l'accusateur. Et finalement, on a conclu que les Indiens avaient une âme. C'était très embêtant pour la conquête espagnole parce que ça ne légitimait pas les massacres. S'ils n'avaient pas d'âme, on pouvait tranquillement les réduire en esclavage et les massacrer. S'ils ont une âme, c'est plus embêtant. Alors ce sujet a eu un succès colossal en Europe. On en a fait même un modèle pour enseigner le XVIe siècle et la conquête espagnole aux écoles, dans les écoles. Il a été primé à Venise, enfin, il a eu à Berlin, il a eu tous les prix de la terre. Et ça a été pour moi un moment merveilleux que de pouvoir faire ça. Comme quoi, quand on accepte les choses, parfois qui paraissent bizarres, eh ben, on a un résultat étonnant. Ben voilà, j'ai pu faire ça et j'en suis très content. Puis après, ils m'ont quand même fichu dehors de la télé et je suis redevenu universitaire. Oui. Et puis voilà, je suis Et parti vous, vers d'autres aventures. et vous avez aussi été, on n'a pas précisé, ministre, vous avez été, non, vous avez été aussi Non, conseiller spécial d'Alain j'ai Decaux, qui lui-même était J'ai été ministre. conseiller spécial d'Alain Decaux, de divers autres ministres, Thierry de Beausset, etc. Et, in fine, c'est vrai qu'on m'a nommé délégué interministériel à l'orientation. C'est beaucoup plus tard, c'est en 2006. Et c'était Dominique de Villepin, qui était à la Premier ministre à ce moment-là, et qui m'a nommé délégué interministériel. Eh bien, Pierre, je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre passionnant parcours de vie. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel. Alors Pierre Lunel, auteur, conférencier, professeur des universités, chercheur, un parcours avec beaucoup de, j'aime bien le dire pour mes différents invités, mais c'est encore plus vrai pour vous, avec beaucoup de casquettes différentes. Alors Pierre, tout à l'heure, vous nous partagiez votre parcours en tant qu'universitaire à Paris et également lorsque vous étiez à la télévision où vous avez, on va dire, dirigé des programmes de fiction sur FR3. Et vous nous évoquiez notamment l'inoubliable Controverse, le De film, Valladolid. voilà, avec Jean-Claude Carrière, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Mariel et Jean Et Jean Carmé. Carmé. Et donc, ce thème des Indiens, c'est vrai que, comme vous me disiez dans votre enfance, vous étiez déjà, vous avez déjà le cœur qui penchait pour les Indiens. C'est étonnant comment, après, vous en avez fait un film finalement. Oui, 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 mais ça, pour moi, c'est resté. C'est-à-dire que j'ai toujours un intérêt très fort pour les peuples premiers et pour la sagesse des peuples premiers. Ah oui, Par exemple, il m'arrive de lire, quand je suis en voyage, de lire les écrits, enfin, qui sont d'abord de l'oralité, mais qui ensuite qu'on met par écrit, des Amérindiens quand ils parlent de la nature, quand ils font leur prière à la pluie, quand ils louent vraiment cette terre qui est une terre sacrée. J'ai toujours été très attiré par le sacré, qui est pour moi une dimension humaine colossale. Et bon, je suis un peu attristé parfois aujourd'hui que notre civilisation consumériste
oublie le sacré. À mon avis, elle l'oublie pas d'ailleurs. On l'oblige presque à l'oublier, mais il y a comme une seconde nature chez l'être humain qui le conduit à être toujours proche du sacré. Oui. Alors Pierre, tout en menant cette carrière d'universitaire et en même temps avec ses petites incursions dans la politique et puis à la télévision, Les médias. dans les médias, vous avez aussi écrit. Est-ce que ça, vous écrivez depuis tout jeune adulte ou est-ce que c'est un peu plus tard? À quel moment avez-vous Non, commencé à écrire? non, j'ai commencé à écrire plein de choses d'adolescent, mais tout ça est resté dans les tiroirs pendant 15 ans. Parce qu'après, j'ai été pris par ce qu'on peut appeler la frénésie de la vie et cette espèce d'allant, d'enthousiasme qui me faisait un peu, comme on dit vulgairement, bouffer la vie. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis posé la question de me demander si c'est pas la vie qui allait me bouffer, quoi. Donc là, j'ai fait à ce moment-là, comment dire, une sorte de retrouvaille avec mon âme d'enfant dans les années où j'avais 35 ans, 36 ans, grosso modo, Oui. et où j'étais en plein maelstrom là de Paris, de toutes ces occupations, de tous ces, Les paillettes, de toutes ces paillettes. oui, de tout cet activisme un Oui, petit peu frénétique. Et là, quelque chose m'est revenu comme, moi j'appelle ça comme une grâce, c'est-à-dire que vraiment c'est comme si mon âme d'enfant me revenait. J'avais besoin de choses essentielles, j'avais besoin qu'on me parle de choses toutes simples, j'avais besoin de retrouver mon petit fil conducteur qui me lie au sacré, qui me lie à la pensée, tout ça. Bon. Puis alors, les rencontres sont venues. Alors, les gens me disent qu'il y a eu beaucoup de chance de faire toutes ces rencontres. À la vérité, elles me sont tombées dessus parce que je ne les ai jamais cherchées. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ces rencontres, au début, elles ont été placées sous le signe du sourire et du rire. C'était pas des choses très graves, je veux dire. Généralement, on imagine que les gens qui s'intéressent aux grands maîtres, aux sacrés, aux grands spirituels, etc., ce sont des gens très sérieux, les gens vraiment qui ne se posent que des grands problèmes, etc. Mais c'est faux. Ce sont des gens qui rigolent, ce sont des gens qui connaissent de la vie tous les plus minuscules aspects. Moi, je me rappelle, sœur Emmanuelle, c'était un vrai bonheur quand j'étais au bidonville avec elle. Elle rigolait tout le temps. ah oui, Elle avait, dans les pires situations, elle trouvait le moyen de rire. eh oui. Sauf quand c'était très grave, elle avait des moments de gravité, bien sûr. Mais je veux dire, toutes mes rencontres avec ces êtres ont été placées sous le signe Du sourire, de choses risibles presque, je oui. dirais. De Je me l'humour. rappelle, sœur Emmanuelle, elle m'invite à Paris, je m'assois par terre, comme ça, parce qu'elle me dit, tu sais, au bidonville, on n'a pas de chaise, alors on s'assoit par terre. Mais je lui dis, mais Emmanuel, ici, on est dans un bureau, il y a des chaises. Elle me dit, mais non, je suis habitué. Bon, boum, je me retrouve assis par terre, j'ai eu mal au cœur. J'avais mal. Et alors, je me tortillais d'un côté et de l'autre. Et elle, pas du tout, elle était habituée. Voilà. Et pendant 4 heures, je ne pensais qu'à une chose, à mon pauvre derrière qui avait mal. Voilà. Donc, ce sont c'est pas très grave, je veux dire ça. Les rencontres, ce sont des rencontres humaines Oui, avec ce que nous sommes. Ce n'est pas des âmes qui se rencontrent. Ce sont des êtres humains complets, oui, corps, esprit et âme. oui. Et tout a été pareil. Voilà, toutes les rencontres que j'ai faites ont été placées comme ça, sous le signe De l'humour et de, de la du joie. sourire, de l'humour. Après, il y a eu des discussions et des moments très graves, très sérieux, parce que la vie, c'est pas seulement de la rigolade. Oui, La rigolade, c'est un des moyens de regarder ce qui se passe de grave dans la vie parfois. oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où l'humour peut s'insinuer, où on peut regarder ça avec un Tendresse. petit, Mhm. oui, avec tendresse quelque part. Voilà, il ne faut pas être sentencieux, il ne faut pas être comme Moïse qui descend du Sinaï avec les tables de la loi, quoi, je veux dire. Oui, oui, oui. Non, on est des êtres humains. La sœur Emmanuelle me disait tout le temps,
En rigolant, elle me disait, tu sais, elle me disait, nous sommes tous des pauvres types. Mais je lui disais, mais enfin, toi, tu n'es pas un pauvre type, tu es une femme. Elle me dit, non, je ne suis pas une femme, je suis religieuse. Oui, mais enfin, tu es religieuse. Elle me disait, oui, je suis ni du genre masculin, ni du genre féminin, je suis donc du genre neutre. Voilà, c'était elle. Eh oui, Voilà, eh oui. c'était elle. Et Et bien sûr que j'ai écrit des choses où elle me faisait part avec gravité de la relation à la souffrance, du sauvetage des enfants, de tout ce qu'on voudra des plus grands problèmes de la vie. Et puis, après, on sortait et je la prenais par le bras parce qu'elle avait la hanche très fragile, elle claudiquait, et j'avais toujours peur qu'elle ne tombe. Alors, on marchait et je la tenais comme ça par le bras. Et à un moment donné, elle pile dans la rue, comme ça, et puis elle regarde à droite. Alors moi aussi, je me tourne pour regarder à droite. Et là, je vois une pâtisserie. Je lui dis, tu veux un gâteau? Et elle me dit, écoute, fais-moi plaisir. Et elle pouffe de rire et elle me dit, achète-moi une religieuse. ah oui. Voilà, Eh oui, des choses simples en fait. Ce sont des choses de la vie. oui, oui, choses simples et oui, des choses de la vie. Et donc, c'est à partir de ces rencontres que vous avez commencé à écrire des biographies ou est-ce que déjà vous écriviez des, Non, des contes? j'écrivais déjà sur l'histoire. J'ai écrit beaucoup de livres d'histoire, même des romans historiques, et ça me plaisait beaucoup. C'est une part que je continue à aimer, ça, très fortement. Par exemple, en 2026, au mois de janvier, va sortir mon dernier ouvrage, qui est le roman de Barcelone, parce que j'adore cette ville. Et en 2026, ça va être le centenaire d'Antoni Gaudi, de la mort de Eh Gaudi, oui. Donc, je viens de découvrir l'œuvre il n'y a pas l'architecte de longtemps, la Sagrada la Familia. Sagrada Et j'ai Familia. pu écrire un livre, un gros livre de 700 pages, un hommage, non pas seulement à Gaudi, mais à tous les gens qui ont fabriqué Barcelone depuis les origines. Et voilà, et donc par conséquent, en 2026, je vais me sentir profondément barcelonais. Voilà un exemple. Ouais. Donc l'histoire est une part importante de mes écrits également. D'ailleurs, même quand j'écris des biographies sur des grands spirituels, des grands maîtres, des papes, etc., je m'intéresse beaucoup à leur histoire, c'est-à-dire à leur enfance, à comment ils ont grandi, comment ça s'est passé pour eux, est-ce qu'ils ont eu des révélations, comment la vocation a cheminé, enfin Ah bref, oui, un euh, peu comme moi avec vous pourquoi. dans cette émission. Pareil, pareil, pareil. Voilà, et effectivement, quand même, Gaudi, même si c'est le côté histoire, il y a quand même une forte dimension spirituelle aussi chez cet artiste. Ah, Euh, complètement. mm. Ben, vous avez totalement raison. D'ailleurs, vous savez que le pape François, une semaine avant qu'il ne meure, a signé un décret le faisant vénérable. C'est-à-dire, c'est la première étape vers la canonisation. Ah ouais, ouais. Je viens de découvrir la Sagrada Familia et on peut qu'être émerveillé devant cette œuvre, effectivement. Ah, Ah, mais le pape Benoît XVI, quand il est venu pour, comment, je ne sais pas comment on dit le terme dans l'Église, pour, comment dirais-je, ouvrir spirituellement la Sagrada Familia, quand Benoît XVI est venu, il s'est extasié en disant, c'est une œuvre de Dieu. Il n'y a rien d'autre ouais, à dire. C'est une œuvre inspirée. ouais, inspiré, exactement. Merci Pierre. Je vais vous proposer une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer à explorer votre parcours à vous, votre parcours de vie, votre quête, votre cheminement. Et je vous dis à tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel. Donc Pierre, vous êtes auteur, conférencier, professeur des universités, chercheur, entre autres de vos multiples casquettes. Vous nous avez partagé votre parcours, vos premiers pas dans la vie. Vous êtes issu d'une famille catalane et puis vous avez fait carrière à l'université. Vous avez terminé à l'université de Paris d'ailleurs, de Paris 6. Vous avez également été conseiller spécial d'Alain Decaux, qui était à l'époque ministre de la francophonie. Et vous avez également été dans le monde médiatique. Vous avez dirigé les programmes de fiction sur France 3. Voilà. Et
à côté de ça, tout en menant cette carrière, vous avez écrit de nombreux livres sur l'histoire, comme on le disait tout à l'heure, et des biographies également de personnalités qui vous inspiraient, des maîtres de sagesse, si on peut dire. Pierre, C'est ça, les maîtres de sagesse ou les maîtres de vie. est-ce que vous aimeriez nous parler un peu, continuer à nous parler de ces grandes rencontres? Vous nous avez parlé de Sœur Emmanuel, mais il y en a d'autres. Et vous me disiez, vous nous confiez que ces rencontres, vous les aviez pas cherchées, elles sont venues à vous. Alors, ça peut paraître orgueilleux de dire qu'elles sont venues à moi. Je n'avais aucune vocation à ce que des grands maîtres viennent à moi. Je dis que c'est un peu comme, enfin, j'assimile ça au caillou blanc du petit poucet dans le conte de Perrault. Pour qu'il ne perde pas son chemin, ils me sont tombés comme si le petit poucet avait mis des cailloux blancs sur mon chemin. C'était une rencontre qui en déclenchait une autre quelque part. Par exemple, je suis allé voir le père Pedro à Madagascar parce que mon vieil ami, le père André-Marie de Croix-Rose, magnifique artiste, mais qui est surtout un artiste du cœur, m'a dit un jour, écoute, tu as écrit sur plein de gens, il y en a un sur lequel il faut absolument que tu écrives, c'est sur le père Pedro à Madagascar. Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, je suis allé à Madagascar et j'ai été conquis par le peuple, le petit peuple là-bas malgache, dans ces villages que le père Pedro a organisés grâce à l'aide de nombreux donateurs européens, parce que il a commencé, vous savez, Pedro a commencé en 1989. Au bout de 30 ans de Madagascar, il était dans la brousse, au fin fond de la brousse malgache, parce qu'il est lazariste. Or, Madagascar a été le premier lieu où Saint Vincent de Paul avait envoyé ses missionnaires. Donc, il était légitime qu'un jeune lazariste à 19 ans aille là-bas. Et au bout de 30 ans de brousse, un jour, alors qu'il était à Tananarive, qui s'appelle aujourd'hui Antananarivo, il a poussé avec sa moto vers une colline où on déverse les ordures de la ville. Et là, il a été étonné de voir qu'en dehors des ordures, il y avait aussi des sortes de tentes toutes trouées ou de petits abris de tôle ou de carton, mais qu'il y avait surtout des êtres humains dedans. Donc, il a déployé sa grande carcasse, il est rentré dans l'une de ses cahutes, et puis, alors, les gens le regardaient de travers, hein, parce que il se méfie toujours de ces blancs qui viennent apporter la bonne parole. Ils ont vraiment la trouille de tout ça. Et bien, on pourrait les faire aller à l'école, parce que sans ça, il n'allait pas à l'école, hein. Et voilà comment tout a commencé, comme rien du tout. Ça s'est appelé les bons amis, Akamasu en malgache. Et aujourd'hui, ce sont 30 000 personnes qui vivent dans une dizaine de villages, qui sont avec des maisons en dur, avec l'adduction d'eau, avec des rues pavées, avec des écoles, des lycées, des dispensaires, et même une faculté pour les jeunes du début qui sont devenus aujourd'hui étudiants Oui, oui. et même qui ont des métiers. Et alors, bon, je suis allé là-bas. C'était pas facile pour moi parce que dans tous ces pays, j'ai un peu la trouille des maladies. Je suis hypochondriaque, donc j'ai peur de ramasser la peste ou le choléra. Eh Et oui. je sais pas, je dois être protégé parce que je n'ai jamais rien eu de cette sorte-là. D'ailleurs, à cet effet, il y a une anecdote très intéressante. Je me permets de rebondir sur Sœur Emmanuel par Oui, rapport à ça. mais j'allais vous en Parce que parler j'ai parce un peu que... la trouille, c'est vrai, des maladies. Et dans ces pays, on en attrape beaucoup. Et un jour, donc, bien avant ça, 1993, je me rends au bidonville du Caire. La sœur Emmanuelle m'accueille, elle me prend par la main et elle me fait visiter les familles du bidonville. C'était un mois d'août, il faisait 43 ou 45 degrés au Caire, et ce sont des bidonvilles de chiffonniers. Donc les ordures pourrissent sous le soleil. C'est d'une puanteur insoutenable. Alors je lui disais, mais tu ne sens pas, Emmanuel, que ça empeste. Elle me dit,
j'ai une déviation de la cloison nasale, je ne sens rien. Bon, très bien. J'ai dit, tu as de la chance, parce que moi, je tombe à la renverse. Oui. Alors voilà, bonjour Ahmed, bonjour machin, etc. Fatima, non, elle me présente tout le monde. Puis elle me dit, ah, mais tiens, c'est midi, on pourrait s'asseoir pour manger. Mais je lui dis, où manger? Elle me dit, mais tiens, là, il y a Fatima qui a préparé un plat de pâtes. Elle va nous inviter. Bon, alors on s'assoit par terre et m'arrive là un plat avec des pâtes qui cuisaient dans une eau pas très catholique, pas très chrétienne, marron. Et là, je sens mon estomac qui se noue et fermeture complète. Avec l'eau, Fermeture complète de voilà. l'estomac. Et alors, j'essaie de noyer le poisson, je lui parle de la pluie, du beau temps, bon. Et elle me regarde avec son œil bleu laser, comme ça, et elle me dit, tu n'as pas du tout faim. Non. Écoute, me dit-elle, tout ça c'est du blabla. Si tu n'es pas capable de manger comme eux, tu peux t'en retourner là d'où tu viens. J'ai avalé toutes les pâtes de mon assiette, une par une, et tout en priant Jésus, je lui ai dit, écoute, si tu aimes bien ton mon larron, essaie de lui sauver la peau. Je n'ai pas été malade. Oh, Voilà. effectivement, Donc, incroyable. ça a été pour Incroyable. moi quasi miraculeux. Et elle me dit, tu Euh, vois, il faut pas avoir peur, on peut vivre comme eux. Mais de toute façon, elle me dit, c'est pas compliqué. Si tu ne peux pas vivre avec eux, tu n'es qu'un farceur. Et là, elle avait totalement raison, elle m'a ouvert des horizons. Et je rebondis sur le père Pedro. Parfois, je le vois accablé de tous ces gens qui viennent lui demander et ceci et cela, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent, donne-moi là, si, bon. Et parfois, je lui dis, tu dois en avoir par-dessus la tête parce que tu n'as pas une seconde à toi. Il me dit, oui, tu vois, c'est vrai. Parfois, j'ai envie de prendre la poudre d'escampette, mais je suis toujours là. Bon, c'est ça, aimer les gens aussi. C'est savoir qu'on n'est pas avec des gens parfaits. Et les pauvres, par exemple, ils ne sont pas mieux que les autres. Ils sont menteurs, ils sont voleurs, ils sont tricheurs, ils veulent des sous, ils veulent travailler. Vous leur donnez un ordinateur, ils vont le vendre et 2 jours après, ils reviennent en disant on me l'a volé. Bon, mais c'est ça, je veux dire. Et il faut accepter cet état de choses. Si on commence à porter les jugements en disant oh ben, finalement, ils ne sont pas comme j'imaginais, ah ben c'est sûr. Ils ne sont pas comme les gens, comme les pauvres des misérables de Victor Hugo. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de Thénardier que de Jean Valjean, de Cosette et de Cosette, eh Fantômas. oui, Voilà. Et il eh faut oui, le savoir. il faut le Ça, savoir. idéaliser, pas faire de romantisme. Si on aime le sacré de la vie, qu'on aime le vivant, il faut en accepter tous les Eh aspects, oui. quels qu'ils soient. C'est une belle leçon de sagesse. Et quand vous parliez du père Pedro qui a constaté que les personnes vivaient au milieu des ordures, j'ai aussitôt pensé effectivement au bidonville du Caire avec sœur Emmanuel. Et en fait, vous avez côtoyé les deux et on sent chez vous, c'est quand même étonnant, coïncidence ou pas, mais vous êtes attiré par ces personnalités d'amour qui sont dans le don, voilà, dans le don des pauvres. C'est quelque chose, vous, qui D'amour, vous attire. d'amour et de justice. J'ai toujours été, par exemple, également, par les gens qui sont capables de dire non à l'oppression, de dire non à tout ce qui blesse la liberté. J'ai toujours été un amoureux des dissidents. Et quand je ne fréquentais pas les bidonvilles et tout ça dans mes voyages, je fréquentais par la lecture les vies de Gandhi, les vies de Sakharov, les vies de Martin Luther King, Ah oui, de Mandela, etc. Parce que pour moi, ce sont les gens qui, par leur force d'âme, maintiennent notre pauvre terre en équilibre sur ses deux pattes. ah oui. Voilà, ça j'en suis absolument convaincu. Il y a une force là de chez ces gens-là qui est inouïe. Et il y a une phrase de Gandhi que je dis toujours à ceux qui aujourd'hui me chantent dans les oreilles que le monde fout le camp, que Poutine agresse l'Ukraine, que les guerres sont injustes, les guerres de religion encore davantage, etc., que le monde va mal. Je dis oui, bien sûr qu'il y a des dictateurs. Mais je leur dis, Gandhi disait ceci, il y a des dictateurs.
C'est vrai que quand on les voit comme ça, on se dit quelle puissance, quelle force, ils sont indestructibles, ils apparaissent indestructibles. Et il dit, et au bout de course, ils s'effondrent toujours. Comme quoi, il y a une force d'âme chez ces gens-là qui va au-delà de ce que le libre arbitre prudent nous désigne comme le chemin. Navalny savait très bien qu'il allait mourir. Il a continué à dire ce qu'il avait à dire à Poutine. Ça ne l'a pas empêché. Martin Luther King, ça ne l'a pas empêché les menaces de mort qu'il avait sur lui parce qu'il prônait une relation non violente dans le cadre de la séparation noir-blanc aux États-Unis. Mandela a fait la paix également quand il a réussi à abattre l'apartheid. Il y a une force d'âme chez ces gens-là qui sont qui sont des exemples, qui sont pour nous des moteurs. Il faut que nous pensions que l'être humain, ce sont aussi ces gens-là. Nous sommes aussi, comme eux, capables de dire non, capables d'écouter notre libre arbitre, de dire par exemple, non, c'était pas bien ce que les colons américains ont fait au moment de la conquête de l'Ouest, de parquer dans des réserves les Amérindiennes pour prendre leurs terres. C'était moche qu'il y ait l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, et c'était moche la manière dont finalement les Anglais se conduisaient en Inde, et c'était beau la manière non violente que Gandhi a employée pour déclarer, pour aboutir à l'indépendance de l'Inde. Donc, bien sûr qu'il y a les grands maîtres spirituels. Il y a aussi ceux-là qui sont pour moi des grands maîtres spirituels. Je n'ai pas eu la chance de les rencontrer parce que malheureusement, je ne suis pas de la même génération. J'ai failli rencontrer Mandela. Ça a été loupé. J'ai rencontré Madame Sissoudou, qui était la femme de son plus proche adjoint, Walter Sissoudou, qui avait fait 27 ans de bagne à Robben Island comme Mandela. Donc, je veux dire, tous ces gens-là, pour moi, c'est le même combat. Oui. Sans parler aussi des femmes admirables que j'ai rencontrées. Je parle d'Albertina Sissoudou, mais je l'ai rencontré des quantités qui m'ont montré ce qu'était la force d'âme au féminin. Et puis... une force d'âme qui me séduit au dernier degré pour une raison essentielle, première et principale. Elles n'ont pas besoin, comme les hommes, qu'on leur déploie le tapis rouge en permanence. L'homme, il peut être grandiose, il peut avoir un courage inimaginable, etc. Il a toujours besoin qu'on lui flanque un tapis rouge. Il a besoin qu'on le reconnaisse. Une femme, non. Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus qui est merveilleuse. Je me trouve chez le père Pedro un jour à Madagascar, dimanche, et dîner du dimanche, après la messe, et il accueille des gens qui viennent du fin fond de l'île de Madagascar. Et là, ce jour-là, il y avait une vieille religieuse, 86 ans, qui rentrait en Pologne, d'où elle était originaire. Et elle disait rien à table. Et je lui dis, ma sœur, dites-moi en quelques mots, comment vous avez réussi à faire 50 ans infirmière dans la brousse malgache, dans des conditions effroyables? Elle était tout étonnée que je lui pose cette question. Elle me dit, on m'a mis à la retraite maintenant parce que j'ai fait ce que je devais faire. C'est tout. J'ai fait ce que je devais faire. Il n'y avait pas de... J'ai affronté le choléra, j'ai failli mourir 3 fois. Non, j'ai fait ce que je devais faire. Eh bien, merci Pierre, c'était passionnant, mais je vais quand même vous proposer une autre pause musicale et je rebondirai tout de suite après la pause musicale sur ces femmes qui vous ont inspiré. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel. Donc Pierre, auteur, conférencier. Également, vous avez été directeur de programme AFR3. Vous avez une longue carrière derrière vous. Et on était en train de parler de votre passion des êtres, des maîtres de sagesse. On va dire des maîtres spirituels, des maîtres de sagesse et des grands, on va dire des grands héros de sagesse comme Gandhi, comme Mandela. Et vous nous parliez juste avant la pause
de ces femmes que vous trouvez inspirantes. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre, 12 femmes inspirantes. Vous avez... Alors oui, j'ai écrit ce livre, 12 femmes inspirantes, et ça a été pour moi un vrai bonheur. Elles sont de catégories tout à fait différentes. Il y a des grandes exploratrices, des grandes navigatrices, des médecins, une moniale bouddhiste, enfin bon. Mais ça a commencé, ça, un jour, 1994, où j'ai voulu faire un livre qui s'appelle Les Nouveaux Rois Mages. Il s'agissait pour moi de me balader dans le monde à la rencontre de femmes, pas forcément célébrissimes, mais qui faisaient des choses magnifiques. Je me suis trouvé au Bangladesh avec un ancien mannequin top modèle qui s'appelle Bibi Russell et qui un jour avait décidé, parce qu'elle connaissait les choses de la couture et du tissage, de venir s'occuper des tisserands de Bengali qui crèvent littéralement de faim. Et c'est ce qu'elle a fait. Et j'ai trouvé cette chose magnifique. Et c'est elle, c'était en 93 exactement, qui me dit, tu sais, elle me dit, puisque tu fais un petit tour du monde pour des femmes magnifiques, tu devrais aller en Inde. Je dis, ah bon? Et où? Elle me dit, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. Là, il y a une dame qui s'appelle Amma. C'est une femme en blanc, tu vas la Eh oui, reconnaître, tout le monde la connaît. ça tombe bien, je voulais que vous parliez d'elle. Ça fait Ah, partie mais ça aussi de tombe vos bien. rencontres Et bien donc, et de voilà, vos je me livres. suis retrouvé là-bas, dans le Kerala, en Amritapuri, en 1993. Donc, il y a plus de 35 ans, presque. Et c'était pas le mot. Alors, j'ai eu le darshan, elle m'a embrassé, j'étais très ému, mais je ne suis pas resté très longtemps à ce moment-là. Et je ne savais pas qu'un jour j'allais revenir. Je ne savais pas du tout qu'un jour, en 2016, donc beaucoup plus tard que ça, je me trouvais dans le bureau d'une amie médium, Yagel Didier, qui avait devant elle une pomme golden qui était très jolie, très brillante. Et je lui dis, tiens, tu as un pommier? Elle me dit, non, c'est Amma qui m'a donné cette pomme. Ah ben, quand? Je lui dis, hier, parce qu'elle paraît toute neuve. Elle me dit, non, il y a 6 mois. Elle n'avait pas flétri. Et pour moi, ça a été un signe qu'il fallait que je revoie Amma. Et un an plus tard, en 2017, donc, je suis allé à Châlons en Champagne, où elle passait dans sa tournée européenne, et c'est là où je lui ai demandé, Amma, m'autorisez-vous à écrire votre vie? Elle m'a fait répondre oui, avec un sourire. Et à ce moment-là, j'ai écrit ce premier livre, Amma, en 2019, qui est sorti en 2019, et qui a été pour moi une écriture de grâce, parce que les images me venaient, les sons, les couleurs, les odeurs, tout me venait naturellement. Et donc, j'ai écrit ce livre dans une sorte de bulle, en quelque Oui, sorte. oui. On peut dire ça comme ça. Et ça a été tellement prenant pour moi que, après le Covid est tombé dessus, mais que j'ai continué à parler d'elle et que j'ai fait un deuxième livre sur elle qui est sorti en novembre dernier et qui s'appelle Amma, et cette fois-ci c'est le numéro 2 donc, davantage sur son enseignement. Il est urgent d'aimer, c'est celui-là? Il est urgent d'aimer. Le premier est une couverture rouge et le second une couverture en bleu. Voilà, oui. Il est urgent d'aimer, où je raconte, à l'occidental évidemment, je ne suis pas hindouiste, ma façon de recevoir son enseignement, qui est un enseignement merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il est profondément humain. Elle parle un peu comme Jésus-Christ devait parler à l'époque, avec des paraboles qui lui viennent des choses de la vie, c'est-à-dire des gens qui viennent lui raconter ce qui se passe, etc. Et dont tout est extrêmement incarné, charnel, vécu. Et cet enseignement, pour moi, est sublime à cause de ça, parce qu'il est profondément intime et vécu. Et il est simple, il s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut le comprendre. Ce qui n'est pas le cas de tous les grands maîtres indiens. Oui. Parce que les grands maîtres indiens, je me rappelle, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je m'étais précipité sur Sri Aurobindo
Et franchement, il y avait des moments où le livre me tombait des mains. Je n'y comprenais rien Eh à oui. son yoga intégral. Avec Kama, je suis rentré dans le monde de mon enfance, dans le monde de mon village, dans le monde de mes copains, de mes copines, dans le monde que je connaissais intimement, quoi. Alors Pierre, il nous reste quand même quelques minutes et j'aurais aimé que vous nous présentiez un peu votre livre Assieds-toi et marche également, parmi tous les livres que vous avez écrits. Parce que ce livre, il a quelque chose de particulier quand même dans le titre Assieds-toi et marche. Et voilà, et puis il retrace un peu tout ce que vous nous avez partagé, c'est-à-dire les différents lieux du monde, des différents lieux que vous trouvez sacrés et qui sont aussi associés à parfois des personnes aussi qui ont habité ces lieux. Alors, je vais vous dire pourquoi C'est toi et marche, parce que il y a derrière ce titre un éloge de la lenteur également. C'est que je trouve aujourd'hui que le tourisme est devenu, c'est très bien, une industrie, on voyage facilement, on va aux quatre coins du monde, et comme l'on dit selon la formule consacrée, j'ai fait Rome, j'ai fait la Tanzanie, j'ai fait le Mississippi, j'ai fait quoi? Rien. C'est-à-dire qu'on a pris un avion, on est arrivé dans un hôtel aseptisé, on est allé au marché du coin acheter 3 souvenirs, 15 cartes postales, quelques breloques, etc. On a mangé un peu de la nourriture locale et puis on revient. Et on a dit, j'ai fait tel pays. Le voyage est pour moi une occasion merveilleuse de rencontrer l'autre. Au jour d'aujourd'hui, où la technologie nous a mis cette capacité, dans ma jeunesse, ça n'existait pas. On voyageait peu. On ne pouvait pas facilement aller loin, etc. Aujourd'hui, on a ce moyen colossal, merveilleux de vacances, de déplacement, de voyage, où on peut aller à des prix raisonnables quelque part. Profitez-en, dis-je, pour rencontrer l'autre. Et n'oubliez jamais que dans tous ces lieux sacrés, alors mon livre porte sur des lieux sacrés qui me sont très chers et où non seulement je rencontre de l'âme vivante à travers les individus qui vivent encore aujourd'hui là, mais aussi les âmes soi-disant disparues. Et moi, je crois à l'immortalité de l'âme, donc pour moi, elles vivent toujours. Là où il s'est D'accord. passé des choses importantes, l'âme est là. L'âme est là. Et Assieds-toi et marche, c'est mon livre pour un tourisme différent, pour un tourisme réellement de l'émerveillement, pas pour un tourisme uniquement du carpe diem ou du farniente. J'aime beaucoup le farniente, le soleil, le bronzage et le carpe diem, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose. Il y a la découverte et se découvrir. Parce que finalement, en découvrant l'autre dans ses voyages, par exemple, on finit aussi par petit à petit se découvrir soi. Oui, oui. Or, ça, c'est capital. Les sages ont presque un mantra qui les concerne tous. Ils vous disent, ah, tu cries beaucoup, tu veux changer le monde. Commence par te changer toi-même. Mm. Voilà la leçon, le mantra de tous, le même de Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est écrit Et sur votre livre, celui qui veut faire le tour de la Terre. c'est Euh, Confucius qui dit ça. Il dit, le plus grand voyageur sera celui qui, durant toute sa vie, sera parvenu à faire une fois le tour de lui-même. oui, c'est ça. Donc, et ça, c'est une merveille absolue. Donc, il faut que le voyage extérieur permette d'approfondir ce voyage intérieur. Voilà pourquoi je suis un amoureux du voyage différent. Eh bien, merci Pierre. Mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Il y aurait tellement à dire, mais je pense que vous reviendrez pour nous parler avec passion, comme vous le faites, de tout ce qui vous anime. Si vous êtes d'accord. Avec joie, avec grande joie. Merci Myriam. Et merci. C'était donc Pierre Lunel qui est venu nous raconter son parcours de vie et puis ses passions aussi, toutes les personnes qu'il a rencontrées, tout ce qui l'anime. Pierre, auteur, conférencier et qui était anciennement directeur de l'université Paris 6, qui a également dirigé des programmes sur FR3 à l'époque et qui a eu un parcours très riche.
Merci à vous, Pierre. Merci beaucoup, Myriam, et à tous vos auditeurs. Merci. Et on vous dit à tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.